J'ai le plaisir de vous présenter rapidement Arnaud Morière, qui est un paysagiste important, qui a beaucoup travaillé dans les années 90 à tous ces moments de remise en question et de mise en valeur de l'univers du jardin, à Paris, à Blois et un peu partout en France, avec également Éric Cossard, qui est beaucoup intervenu à Chaumont-sur-Loire, puisqu'Éric Cossard était très très proche du festival et de Jean-Paul Pijat, qui en est le fondateur. Arnaud Morière, tu compléteras si je mets beaucoup de choses sur ton parcours, a également beaucoup travaillé au Maroc, où il a créé de nombreux jardins extraordinaires du côté de Taroudan et bien ailleurs. Il est intervenu également dans de nombreux jardins en France et notamment à Menton, et on le retrouvera quand on visitera son jardin, puisque il a participé à la restauration d'un jardin extrêmement important. Il a écrit un magnifique ouvrage qui s'intitule Le jardin émotionnel, qui rassemble tout ce qu'il pense à propos du jardin et de son importance. Et également, il vient de publier un ouvrage sur les jardins secs, enfin les jardins d'aridité. Et évidemment, quand on parle de jardin source de vie, le rapport à l'eau et au manque d'eau est tout à fait fondamental. Donc, je remercie Arnaud d'intervenir maintenant. Merci Chantal. J'avais envie un peu de revenir sur certaines choses qui ont été dites tout à l'heure. Parce que finalement, ce qui se passe en Amazonie, c'est un peu ce qui s'est passé aussi ici dans le cours de notre histoire. Et quand j'entendais ces histoires de clairières qui étaient vraiment la base de ce jardin dans ces tribus et ces civilisations de la forêt, c'est exactement ce qui s'est passé finalement au Moyen-Âge et à la Renaissance en Europe. Le jardin était au début du défrichage au milieu de la forêt, et il y avait sans arrêt ce rapport entre l'extérieur, l'intérieur, et d'où l'importance, Escola a bien parlé de cette histoire de clôture, mais de limite du jardin, du limite entre ce qui est cultivé et ce qui ne l'est pas. Et cette clôture, elle est pour moi l'essence même du jardin. C'est-à-dire même vous savez que l'origine du mot jardin, c'est la même origine que le mot yard, et ce mot yard désigne une mesure. Quand on parle du paradis, par exemple, beaucoup de termes étymologiques du paradis, c'est aussi sur cette enceinte. On parle d'une enceinte, et l'enceinte désigne aussi bien ce qui est à l'intérieur, l'ortus conclusus dont il a parlé, mais aussi physiquement la clôture, que ce soit en pierre, que ce soit en bois, que ce soit en haie, ou que ce soit purement symbolique. C'est vrai nous, avec Éric, on est, je dirais, autant botaniste que jardinier. Parce que finalement, on est venu au jardin par les plantes. Ce qui nous passionne dans cette histoire de jardin, c'est le végétal. Et les plus grandes émotions que finalement on peut ressentir, nous, mais je pense que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, c'est la même chose, c'est quand on est dans un milieu naturel. C'est-à-dire, tout d'un coup, on arrive dans une prairie, dans les Alpes, par exemple, quand c'est couvert de fleurs, là, au mois de juin, et tout d'un coup, on a un sentiment de plénitude, de beauté, d'absolu. Et j'avais posé plusieurs fois, dans les années 90, je me rappelle avoir posé la question
à pas mal de gens, parce que moi-même, je m'interrogeais sur la nécessité du jardin. Pourquoi faire du jardin? Finalement, la nature est bien plus... alors la nature, on ne va pas revenir sur la définition de la nature, mais je dirais l'espace non cultivé est souvent bien plus attrayant, bien plus émouvant que le jardin. Et notamment, puisque on parlait tout à l'heure de Blois, j'avais posé à Lang, au moment où on travaillait sur les jardins, je lui dis, mais finalement, pour toi, qu'est-ce que c'est que tes meilleurs souvenirs de jardin? Il me regarde et il me dit, des souvenirs de jardin, j'en ai pas tellement, mais le plus beau souvenir que j'ai lié au jardin, c'est un jour où j'ai atterri en Corse, et quand la porte de l'avion s'est ouverte, tout d'un coup, on a eu cette odeur de maquis, et il m'a dit, ça m'a fait venir les larmes aux yeux. Et en fait, je crois que cette notion émotionnelle, puisque c'est le terme que j'utilise dans ce manifeste, c'est peut-être ce qui définit le mieux le jardin. Émotionnel, c'est-à-dire, on sait tous ce que ça veut dire, c'est-à-dire un moment, tout d'un coup, on est transporté, on a quelque chose physiquement, c'est quelque chose de physique, ça peut se traduire même par des larmes, mais ça se traduit en tout cas par un bouleversement intérieur, et on l'a tous connu, on peut l'avoir devant la nature, mais on peut aussi l'avoir devant un tableau, par exemple. Et là, on est plus du côté culture, de chaque personnage a sa propre culture, sa propre histoire, et c'est sûr que ce qui nous émeut n'est pas ce qui émeut les Indiens d'Équateur ou d'autres, mais cette émotion culturelle, elle est aussi importante que cette émotion naturelle. Et c'est un peu ce que veut raconter ce manifeste, c'est-à-dire que le jardin, je crois, est une conciliation, je ne dis pas une réconciliation, mais bien une conciliation entre, je dirais, le biologique et le symbolique. Et l'histoire de l'eau est tout à fait représentative de la chose. Parce qu'on a dans le jardin l'eau symbolique et l'eau biologique. Alors, qu'est-ce que c'est l'eau symbolique ? L'eau symbolique, eh bien, c'est le paradis. Vous savez que dans tous les textes sacrés, eh bien, le paradis, bizarrement, tous les textes sacrés, je dirais, de l'Inde jusqu'à l'Europe. Je ne vais pas du tout parler de l'Extrême-Orient, qui a vraiment une culture complètement différente de la nôtre, et où on a finalement peu de points communs, sauf à une époque récente. Mais en tout cas, tous ces textes sacrés, la Bible en l'occurrence, nous viennent, vous le savez, de textes très anciens, qui viennent essentiellement d'Inde, puis après qui arrivent petit à petit en Méditerranée, en passant par l'Iran, bien sûr, par les Perses, et puis ensuite dans le monde arabe, puis ensuite dans le monde chrétien, et tout le monde s'échangeant, s'alimentant finalement aux mêmes sources littéraires. Et ce paradis, il est toujours décrit de la même façon. C'est-à-dire, c'est une source qui se divise en 4 fleuves, et ces 4 fleuves, donc, eh bien, vont délimiter 4 espaces que les Iraniens appellent le Shahbar, ça veut dire tout simplement les 4 jardins. Eh bien, ce dessin que vous connaissez tous, voilà, un carré avec une croix et puis avec une fontaine au centre, ce dessin-là, c'est le dessin depuis les Indiens, donc depuis à peu près 10 siècles avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Finalement, on n'est pas sorti de cette histoire-là. C'est absolument incroyable, mais on fait encore les jardins comme ça. Et je veux pour preuve que, par exemple, le seul grand paysagiste français que tout le monde connaît, qui est bien sûr le nôtre, eh bien le nôtre, qu'est-ce qu'il fait finalement ? Quand vous prenez Vaux-le-Vicomte, finalement, il prend un jardin de paradis et hop, il fout une fontaine au centre, il met 4 allées, et la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, oui, mais on n'a pas trop envie forcément de se promener dans le jardin, donc on est dans le château, et du château, ça serait bien que les 4 carrés apparaissent identiques, donc tout simplement, il va introduire la perspective dans le jardin, les 4 carrés, effectivement, vont être de tailles différentes, mais vont apparaître identiques quand on est dans la maison, et là, on va avoir un vrai paradis, hop, en Shahbar à nouveau, etc. Et cette histoire, elle se reproduit. Après, on peut même aller très loin, c'est-à-dire, bien sûr que par exemple, dans les jardins de cloître, alors vous avez effectivement, hop, le lavabo, ou une fontaine, ou le puits au centre, et puis 4 allées. Alors, ne voyez pas dans les 4 allées la croix du Christ, puisque ce sont les 4 fleuves du paradis.
Sauf qu'on peut aussi dire que la croix du Christ est une représentation de ces 4 fleuves du paradis. Donc vous voyez, on peut aller très loin dans cette histoire de symbolique, et c'est ce qui nous a toujours passionnés dans le jardin. Et j'en veux pour preuve aussi un des premiers jardins qu'on avait fait à Chaumont-sur-Loire, qui s'appelait Jardin de Paradis, qu'on avait fait avec deux poétesses que vous connaissez probablement, Etel Adnan, libanaise, enfin peintre, poète, etc., et avec un plasticien, Rachid Koreshi, parce qu'à un moment, on s'était dit, mais je sais pas, on était en 97, quelque chose comme 96, 97, et on se posait, on allait beaucoup avec Eric, on allait beaucoup en Andalousie, on allait beaucoup dans tout ce monde arabe dans lequel on travaillait, et donc à un moment on s'est dit, mais est-ce qu'il y a finalement un traité du jardin de paradis? Finalement, il y a des traités de tout, hein, d'horticulture fruitière, de n'importe quoi. Il y a bien voir, attends, depuis le nombre de temps, le temps infini qu'on nous parle de ces paradis, il y a bien un gars à un moment qui a fait un traité du jardin de paradis. Alors on cherche, puis on ne trouve rien. Et alors, et comme ça, on en parle lors d'un dîner avec Rachid et Etel, et on se dit, mais pourquoi on ne ferait pas, nous, un jardin de paradis? Et pour ce jardin, bon, c'est une petite digression, mais comme on est à Chaumont, je me permets de la faire. Donc on avait dessiné ce jardin de paradis, hop, la fontaine, les 4 fleuves, le machin. On s'est dit, bon, on va quand même un peu déformer les fleuves parce qu'on ne va pas toujours faire la même chose. Puis on s'est dit, finalement, dans le paradis, il y a une chose quand même qui est très importante, c'est le chant des oiseaux, c'est quelque chose qui revient dans la poésie persane, etc. Et donc on a dit ce qui va structurer le jardin, ce sont bien sûr les canaux, etc. C'est inévitable, hein, la source de vie, mais aussi ça va être les bains d'oiseaux. On va faire des bains d'oiseaux qui vont être la structure essentielle de ce jardin. Et alors Rachid Koreshi donc est un plasticien qui écrit à l'envers, qui écrit comme dans un miroir. Alors au début, c'était une vraie dyslexie, mais c'est devenu sa force, et donc il écrit les textes en arabe à l'envers. Et alors on a dit à Etel, on a dit, est-ce que tu peux faire un poème sur le paradis? Est-ce que tu peux nous exprimer poétiquement le paradis à ta façon? Et ce poème qu'elle a composé spécifiquement pour Chaumont et pour ce jardin, eh bien Rachid l'a écrit sur les bordures des allées, sur les bordures des canaux, et bien sûr dans ces bains d'oiseaux qui ont été faits par un artisan du sud de la France, de Saint-Quentin-la-Poterie. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'était vraiment une espèce d'obsession chez nous, et on s'est dit, mais il faudrait vraiment qu'on sache ce que c'est que ce jardin de paradis. Et en fait, le seul moyen de savoir ce que c'est que le paradis, eh bien, c'est uniquement dans la poésie qu'on peut le trouver. C'est dans la poésie persane, dans la poésie d'Inde. Je dis d'Inde pour pas donner une connotation religieuse parce que c'est un peu compliqué en Inde, n'est-ce pas? Mais en tout cas, dans les anciens textes de l'Inde, dans ceux de l'Avesta, etc. Et surtout dans la poésie persane, mais de façon très étonnante aussi. Je ne sais pas si vous savez, mais les Arabes sont aussi des très très grands poètes. Hein, il n'y a pas que les Persans. Et il y a notamment une poésie qui existait bien avant l'islam. Et comme à l'époque, l'arabe était une langue plus parlée qu'écrite, eh bien, il y avait des joutes de poésie. Figurez-vous que ces bédouins dans le désert, eh bien, ils se regroupaient dans la tente, etc. Et c'était des joutes verbales, un peu. Et vous pourrez retrouver ça facilement. Il y a des anthologies de la poésie arabe d'avant l'islam, et ça ressemble un peu à des haïkus japonais. C'est des poésies très brèves et qui devaient donc émerveiller le public. Et donc, ça demandait bien sûr une certaine culture, et toutes ces poésies sont bien sûr autour de l'amour, mais sans arrêt le thème du jardin, du paradis revient avec voilà, la rosée du matin, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer, le temps que dure la floraison d'une fleur, et donc à ce moment-là, on a écrit carrément un bouquin qui s'appelle Jardinier de paradis en 2000, suite à la création de ce jardin à Chaumont, et on a écrit ce bouquin en se basant en fait uniquement sur les poèmes et les textes sacrés, bien sûr, puisque jusque dans le Coran, eh bien, on a une description de ce jardin de paradis. Donc vous voyez, le symbole, cette source de vie, elle est vraiment absolument essentielle. Alors, pour petit rappel, pourquoi finalement, pourquoi une source avec 4 fleuves et puis un enclos? Eh bien, tout simplement parce que ce dessin
c'est ni plus ni moins un dessin, eh bien, ça vient des oasis, ça vient des cultures en zone aride, et c'est le cas de la plupart des régions entre l'Inde et la Méditerranée orientale. On est dans beaucoup de zones arides, où donc les cultures sont regroupées dans des oasis, et dans ces oasis, eh bien, il faut répartir l'eau. Donc l'eau arrive à un endroit, d'où qu'elle vienne, c'est-à-dire ça peut être des puits horizontaux, ça peut être des puits creusés, ça peut être des rivières, etc. Peu importe, mais l'eau arrive à un endroit, et il faut que cette eau soit répartie de façon équitable entre tout le monde. C'est-à-dire, il est hors de question, un système d'oasis, même encore aujourd'hui, par exemple dans le sud de Marocain, très récemment, il y a une grande oasis à côté de Erachidia qui a été restaurée, qui était à l'abandon, et les gens du village ont décidé de restaurer cette oasis. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour restaurer cette oasis? Déjà, ils ont ramené l'eau. Alors ramener l'eau, ça veut dire quoi? Elle était où cette eau? Elle est tout simplement sous les dunes. Vous savez que les dunes sont des stockages d'eau absolument extraordinaires. C'est du sable, d'accord, mais quand il pleut rarement, mais quand il pleut, et bien l'eau est stockée au pied des dunes. Donc le pied des dunes est très riche en eau. Et donc on fait des tunnels, on creuse des tunnels pour aller chercher l'eau au pied des dunes, et puis on l'amène vers des zones moins sableuses où on peut cultiver quelque chose. Ça, c'est le système le plus fréquent. Donc, la première chose, ils ont été débouchés, ces tunnels. Ils ont recapté l'eau des dunes. Deuxième chose, ils ont fait une clôture, un mur en terre, qui fait à peu près 4 mètres de haut. Donc, ils ont creusé, ils ont fait leur mur en terre tout autour, tout simplement pour se protéger des vents, pour se protéger du sable, parce qu'on n'est pas très loin des dunes. Donc, il suffit qu'il y ait un coup de vent et le sable va complètement recouvrir la culture. Donc, on fait ça. Et puis, on a restauré, il y avait encore quelques palmiers quand même qui survivaient. Et surtout, on a dit maintenant, voilà, à chaque personne, chaque habitant de l'oasis, du village à côté, va être attribué une parcelle. Les parcelles sont toutes absolument identiques, elles font toutes la même superficie. Et donc, ces parcelles, il faut qu'elles soient irriguées de la même façon. Il est hors de question qu'il y ait une personne qui ait plus d'eau que l'autre, que celui qui est à côté de la source en profite davantage que celui qui en est le plus éloigné. Et donc, ça peut paraître très simple. Le premier système, hop, il y a l'eau qui sort, on la divise en 4, les 4 parcelles, elles ont la même quantité d'eau. Voilà notre dessin de paradis. Après, ça se complexifie. Là, on est dans le symbole, dans les réalités. Eh bien, quand il y a 2000, 3000, 4000 parcelles à irriguer, que l'oasis, comme par exemple des oasis comme dans le sud de la Tunisie, je ne sais pas si certains ont été vers Tozeur, etc. On parle de très très grandes oasis, là, avec de plusieurs kilomètres de long. Eh bien, il faut amener l'eau là-bas. Eh bien, c'est des systèmes de répartition d'eau, donc avec des systèmes où on arrête d'un côté, on repart de l'autre, etc. Ben, la complexité de cette répartition d'eau est telle que les premiers algébristes, les plus grands mathématiciens, étaient ceux qui répartissaient l'eau dans les oasis. Et donc, si vous allez à Tozeur, même par exemple aujourd'hui, vous allez voir, il y a une grande statue d'un monsieur qui était là au 8e siècle et qui est un des plus grands mathématiciens et qui était celui qui distribuait l'eau et qui avait dû réfléchir à toutes les opérations qu'il fallait faire pour répartir l'eau équitablement dans tous ces zones. Donc, la notion symbolique de l'eau, et cette symbolique, eh bien, elle se transmet dans le jardin, elle est vraiment quelque chose d'essentiel au jardin. Et quand le thème, donc l'eau, source de vie, c'est l'eau, bien sûr, de la vie biologique dont on va parler, mais c'est aussi de la vie symbolique dont il s'agit. Et c'est bien là où le jardin intervient, c'est-à-dire que l'émotion, elle n'est pas uniquement devant la nature, devant la rivière qui coule naturellement, devant la Loire qui coule plus ou moins naturellement, etc. Elle est aussi devant un jardin où tout d'un coup on va évoquer toute cette histoire d'oasis, toute cette histoire du monde finalement, de notre monde, l'histoire de nos religions, des traits d'union entre nos religions révélées. Et bien tout ça c'est révélé dans le jardin et ça forcément vous avez une émotion. J'étais la semaine dernière, encore jusqu'à hier soir, j'étais encore dans l'Alhambra
Et à chaque fois, je peux vous dire que je rentre dans ces jardins, même si je les connais par cœur, si je les ai visités 20 fois, je vous jure que je chiale encore comme une madeleine quand je rentre dans ces jardins. Il y a un moment où il y a quelque chose d'excessivement fort qui se produit, parce que Dieu sait que je ne suis pas un chrétien pratiquant ni rien, mais j'appartiens à cette culture. J'ai beaucoup voyagé dans cette Méditerranée, et à chaque fois, c'est une émotion absolument incroyable de se dire que tout ça a voyagé, arrive chez nous, et c'est aussi la beauté, bien sûr, qui fait venir les larmes aux yeux. Maintenant, on va aller vers l'eau biologique. Et là, on va se rapprocher un petit peu davantage, d'ailleurs, du discours précédent. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin ? Et je réponds, tout à l'heure, on m'a posé une question à table, j'ai dit je répondrai après, donc je réponds maintenant. Voilà. Donc la conception d'un jardin. J'ai parti du dessin d'un jardin. Bon, ce dessin, ce dessin d'oasis, ce dessin donc en Shahar avec cette source et ces 4 fleuves. Bon, voilà, on en a parlé. Après, il peut évoluer, mais finalement, quelque part, on y revient toujours. Après, de quoi est constitué un jardin ? Un jardin est constitué, l'essentiel, c'est qu'il est constitué de plantes, il est constitué de vivants. Et ça, on ne le dira jamais assez. Et je trouve que le drame du jardin actuel, je dis jardin au sens très général, de l'enseignement du paysage, par exemple, actuellement, etc., c'est qu'on ne parle même plus de végétaux. Je veux dire, les gars, ils peuvent faire Versailles, et ils sortent de Versailles, ils ne connaîtront même pas une plante, ils n'auront même pas un cours de reconnaissance de plantes, etc. J'en ai pas spécialement après Versailles, mais un petit peu quand même. Mais notre métier, avant tout, c'est celui d'être jardinier. Je veux dire, tout à l'heure, dans la voiture, j'étais avec Dominique, et qui essayait de définir, pendant 2 minutes, il nous disait, oui, les paysagistes, les jardiniers paysagistes, les paysagistes artistes, je te cite tout à l'heure. Et finalement, comment on les appelle, ces gens qui font des jardins ? Alors là, je vais vous simplifier les choses, on les appelle des jardiniers. Après, on peut se dire paysagistes, architectes paysagistes, ça c'est d'abord un vocabulaire très 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 récent. Je veux dire, le paysage, on en parle depuis peu de temps, les écoles de paysage depuis encore moins longtemps. Donc voilà, il faut savoir, l'école du paysage, elle a été créée fin des années 70, c'est vraiment excessivement récent. Donc avant tout, il faut être jardinier. Et c'est ce rapport au vivant qui est essentiel et qui va être le siège de l'émotion, entre guillemets, que j'appellerais biologique, c'est-à-dire ce rapport qu'on a au vivant, cette émotion qu'on a quand on est, comme je vous disais, dans une prairie des Alpes ou à la sortie d'un avion en Corse, tout d'un coup, on a les sens qui sont comblés, on a quelque chose qui se passe en nous, qui fait, encore une fois, qu'on va avoir un bouleversement interne, qui fait que, oups, on sait qu'on est quelque part, on franchit un seuil. Et c'est pour ça que la clôture aussi est tellement importante, parce que qui dit clôture dit fermeture, mais dit aussi ouverture. Et cette ouverture, elle est restreinte, c'est le seuil. Il faut passer ce seuil. Et combien de fois ça vous arrive quand vous êtes, par exemple, en ville ? Vous êtes dans l'urbanisme, dans le boucan, etc. Tout d'un coup, vous entrez dans un jardin et tout d'un coup, aux oreilles, au son, au pas, etc., tout change. Et cette notion de seuil, elle est essentielle à la notion du jardin. J'en reviens sur mes histoires de plantes. Bon, que je regrette beaucoup qu'on n'en apprenne pas davantage. Mais aujourd'hui, comme hier, en tout cas comme dans ce qui était dit tout à l'heure, comment se conçoit un jardin indépendamment de la structure, indépendamment donc de la clôture, du seuil, de la fontaine, des allées. Ça, c'est bullshit. Ça, on passe rapidement là-dessus. Ce qui est essentiel, c'est que dans un jardin, on comprenne qu'on est dans un écosystème. Alors, c'est vrai que le mot n'est pas tellement joli, écosystème, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et cet écosystème, il est absolument nécessaire pour qu'un jardin puisse survivre, pour qu'un jardin puisse vous survivre, quoique ce n'est pas forcément l'essentiel de la chose, mais tout simplement puisse évoluer sans apport artificiel, que ce soit en irrigation, que ce soit en traitement, que ce soit en taille. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que dans un jardin, les plantes occupent la même place qu'elles occupent dans la nature.
Dans la nature, c'est pas du hasard. Je veux dire, il y a une solidarité entre les différentes plantes, et qui fait que, tout à l'heure, on parlait de la clairière. La base de la forêt, c'est la clairière. C'est un peu bizarre de dire ça, mais toute la forêt, toute la dynamique de la forêt est basée sur un moment, là, que ce soit en forêt tropicale ou en forêt tempérée, est basée sur la mort d'un arbre, et donc un trou dans la canopée. Tout d'un coup, le soleil arrive en direct, et là, il va se passer des choses, et là, hop, on va avoir cette dynamique de la forêt. Bien, dans le jardin, c'est exactement pareil. Il faut avoir cette dynamique, il faut mettre ensemble les éléments qui vont permettre de faire cette dynamique. Vous pouvez influencer sur la diversité végétale de votre jardin. La diversité animale, elle vient toute seule. C'est pas vous qui allez aller chercher les piafs, les insectes, etc., les champignons de sol, etc. Ça, vous pouvez rien, ça se cultive pas. Hein. Donc, par contre, vous pouvez apporter à votre jardin une diversité, un dynamisme qui va permettre à ce mouvement biologique de s'effectuer. Et tout d'un coup, tout va apparaître naturel, spontané en tout cas. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, mais il n'y a pas de mauvaise herbe. Effectivement, il n'y a pas de mauvaise herbe. Ça veut dire quoi, une mauvaise herbe? Ça ne veut rien dire du tout. Parce que celle qui est mauvaise herbe ici, dans nos campagnes, c'est une herbe exotique pour les Anglais qui vont s'amuser à cultiver. Ou une mauvaise herbe mexicaine, quand on va la rapporter ici, ça va être une herbe merveilleuse. Je peux vous donner des exemples très précis. Par exemple, ici, on cultive dans les plates-bandes, etc., fleuries, on met plein de titonias, de cosmos, etc. Donc le cosmos, les titonias, c'est les mauvaises herbes des fossés du Mexique. Voilà, c'est tout. Et en Angleterre, on va faire des cultures de géranium vivaces, j'entends, etc., qui sont les mauvaises herbes des Pyrénées. Ici, la mauvaise herbe, ça ne veut rien dire du tout. Et donc, quand vous constituez cet équilibre biologique, après, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas intervenir. L'intervention de l'homme, elle est nécessaire. Sinon vous ne faites pas de jardin, hein, soyons clairs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va falloir orienter les choses, parce qu'il y a quelque chose qui va prendre trop de place par rapport à quelque chose auquel vous tenez, et vous dites, oh mais merde, moi j'avais planté un camélia, voilà, je vais planter un joli camélia dans mon jardin, il y a un sureau qui est venu tout seul, qu'est-ce que je fais? J'enlève le camélia ou j'enlève le sureau? Vous pouvez vous poser la question. Le jardin vous mettra toujours en phase de choix. Et c'est ce qui est extraordinaire dans le jardin, c'est que sans arrêt, vous allez devoir faire des choix. Et il ne faut pas hésiter à les faire, c'est-à-dire il ne faut pas hésiter à faire votre clairière. C'est-à-dire que si à un moment il y a trop d'ombre, même si l'arbre il a 50 ans, vous pouvez le couper. Ce n'est pas un drame absolu, vous êtes dans votre jardin, vous n'êtes pas dans la forêt primaire amazonienne. Hein, je veux dire, ça ne va pas changer la planète. Par contre, la dynamique de votre jardin, tout d'un coup, vous allez voir, ça va marcher, ça va faire des choses il va se passer des choses complètement insolites, ça va attirer des nouveaux animaux, ça va attirer des nouveaux mycorhizes, etc. Et tout ça va fonctionner comme ça. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Le premier, donc, nous, on a commencé avec Eric à faire, vous l'avez compris, des jardins, entre autres, dans le Val-de-Loire. Donc on ne peut pas dire que dans les années 90, on était vraiment très embêté par le manque de pluie. D'ailleurs, cette année non plus, on n'a pas été embêté par le manque de pluie. Donc on faisait des jardins comme tout le monde, à peu près. Et puis, par les hasards de la vie, on a été amené à faire des jardins, pas des hasards de la vie d'ailleurs, par de l'émotion, c'est-à-dire qu'on aimait les zones désertiques, on aimait le monde arabe, et donc on a commencé à travailler en Tunisie, en Égypte, en Syrie, au Yémen, au Liban, etc. Et donc dans des pays quand même qui souffrent de la désertification, du changement climatique, etc. Et donc un jour, le hasard nous fait arriver à Taroudante, donc dans le sud du Maroc. Et le premier jardin qu'on a conçu dans le sud du Maroc, justement, on était passionnés de paradis, on était passionnés d'oasis. On s'est dit, génial, on va faire une oasis. Donc le premier jardin, on l'a fait vraiment comme une oasis. On a fait exactement le coup des murs en terre, etc., d'aller chercher l'eau, de faire les rigoles, de diviser notre jardin, de mettre des arbres fruitiers, des rosiers, des jasmins, etc. Tout ce qui fait le charme d'une oasis, tout ce qu'on adore,
tout ce qui nous provoque cette émotion dans l'oasis. En fait, quand on est jardinier, on veut reproduire cette émotion pour l'avoir non pas une fois de temps en temps qu'on est en voyage, mais tous les jours quand on rentre dans son jardin. C'est ça le but du jeu. Et donc, on fait cette oasis, et puis on se rend compte d'une chose, c'est qu'une oasis, eh bien, ça demande beaucoup d'eau. C'est pas par hasard qu'on parle d'oasis, c'est pas par hasard qu'on enclôt ces espaces, c'est pas par hasard qu'on les irrigue. Tout simplement, toutes les cultures d'oasis, même si elles sont dans le désert, sont des cultures qui demandent beaucoup d'eau. Et là, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un jardin d'1,5 hectare qu'on devait beaucoup irriguer. Et on voyait le niveau de la nappe phréatique baisser, et on voyait les pluies baisser. Pour vous donner une idée, là, je vous parle de la région où on a travaillé, donc à Taroudante. Je ne sais pas si vous connaissez donc le sud du Maroc. Donc, on est au sud du Haut-Atlas et au nord de l'Anti-Atlas. Et on est dans une zone qu'on appelle l'extension saharienne. Donc, on en parlait tout à l'heure au moment du déjeuner. Il faut savoir que des phénomènes climatiques, c'est pas récent qu'il y a des phénomènes climatiques. Des phénomènes climatiques, il y en a sans arrêt, de la faute ou pas de la faute de l'homme. Sans arrêt, il y a des phénomènes climatiques. Un des phénomènes climatiques les plus incroyables qui se produit depuis 10 000 ans, c'est la création de ce désert du Sahara. Ce désert du Sahara, c'est le désert le plus récent de la planète. C'est un désert très, très, très récent, à peu près donc, 13 000 ans, 12-13 000 ans exactement. Et ce Sahara, il est en extension permanente. Voilà. Et ce n'est pas dû à l'homme, ce n'est pas dû à quoi que ce soit. C'est voilà, un phénomène climatique qui fait que le Sahara s'étend. Et donc, eh bien, on sait, depuis déjà le milieu du XXe siècle, on sait exactement l'aire d'extension du Sahara. Donc, comme je disais tout à l'heure, bon, vers l'ouest, c'est un peu limité parce qu'il y a l'Atlantique. Vers l'est, eh bien, c'est déjà le désert absolu. Donc, de toute façon, il n'y a que le nord et le sud. Eh bien, je peux vous dire qu'il s'étend aussi vers le nord. Et donc, ce Sahara, qui était limité jusqu'au début du XXe siècle, il était limité au sud de la chaîne de l'Anti-Atlas, donc la chaîne la plus au sud du Maroc, eh bien, pendant le XXe siècle, eh bien, cette chaîne de l'Anti-Atlas a été complètement désertifiée. Et donc, ça a été une des premières migrations dues au climat. Et je racontais tout à l'heure que beaucoup, ceux qui habitent Paris, qui ont connu les petites épiceries arabes qu'on avait dans tous les quartiers de Paris, ouverts 24 heures sur 24, c'était beaucoup de gens qui venaient de cette région de Tafraout et de cette région de l'Anti-Atlas, tout simplement parce qu'ils étaient obligés de partir, qu'à l'époque, ils pouvaient venir en France relativement facilement. Et donc, ils étaient habitués à stocker leurs denrées parce qu'ils sont habitués aux grands greniers fortifiés depuis quelques générations. Donc, finalement, une épicerie à Paris, c'était très bien, ça leur allait parfaitement. Ils géraient ça parfaitement bien. Donc, tout ça pour dire que, voilà, vers le 1950 à peu près, l'Anti-Atlas complètement désertifié. Et à partir de 1960, donc la plaine du Souss, là où est Taroudante, où est Agadir, eh bien, commence à se désertifier. Quand on arrive là-bas, dans les fin des années 90, il y a de l'eau partout. C'est-à-dire, quand je dis il y a de l'eau partout, vous creusez à 20 mètres, il y a de l'eau. Où que vous creusiez, on est sous des nappes phréatiques majeures, on est sur des fleuves souterrains, etc. Aujourd'hui, à 250 mètres, il n'y a plus d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'en moins de 20 ans, voilà. Et donc, on sait qu'en fait, il n'y a plus d'eau du tout. Voilà. Là, on récupère les dernières gouttes, il ne pleut plus. Hein. On est passé d'un régime déjà qui n'était pas glorieux, c'est-à-dire on était à 400 mm par an. Hein. On est aujourd'hui à 150 mm par an, c'est-à-dire on est dans un régime désertique, donc il n'y a plus d'eau. Voilà, point à la ligne. Donc, quand on fait ce jardin, donc début des années 2000, il y a encore un peu d'eau, donc on est tout content, on fait notre jardin d'oasis. Et très vite, on se dit, mais on se plante complètement là. Parce que là, on voit quand même qu'il y a de moins en moins de pluie, que l'eau baisse. Et donc, nous, on achète, avec l'argent qu'on gagne en faisant le jardin et la maison à côté, on attaque le terrain mitoyen, et qui était une oliveraie à l'époque. Une grande oliveraie avec des champs de blé au printemps. Oliveraie qui était tout à Taroudante autour. C'était des énormes oliviers. C'était des oliviers qui ont 3 à 4 siècles, qui sont absolument colossaux. Il y avait une huile d'olive que tout le Maroc connaissait qui s'appelait huile d'olive Oued-Souss. La marque, c'était Oued-Souss. Tout le monde avait cette huile. Maintenant, il n'y a plus une goutte d'huile parce qu'il n'y a plus un seul olivier, il n'y a plus un seul champ de blé. Tout ça, c'est mort, mort, mort. À l'époque, donc début des années 2000,
on peut encore irriguer grâce à des séguias, donc ce sont des canaux qui sont des canaux publics, qui sont alimentés par des forages publics. Et donc, voilà, on a un droit d'eau, ce qu'on appelle un droit d'eau, comme dans les oasis, et on a un droit d'eau une fois tous les 13 jours, très exactement. On a une nuit d'eau complète, donc là, on est avec des gars qui viennent faire les petites rigoles partout, diviser l'eau, ils n'ont pas besoin de faire des additions, des soustractions, ils savent faire. Et on irrigue. Et puis, brutalement, on nous dit, voilà, les forages publics sont à sec, on arrête l'eau. Et donc, nous, à ce moment-là, avec Eric, on se dit, on va faire un jardin sec, qui demande peu d'eau. Donc, assez logiquement, on va à la première pépinière du coin, en l'occurrence à Agadir, et on achète quoi? On achète des agaves, des cactus, des plantes où on se dit, elles n'ont pas besoin d'eau, on va mettre ça. On plante nos agaves, nos cactus. Et alors, on respecte tout ça très bien. On se dit, voilà, on va mettre 1 mètre de distance parce qu'on sait que cette agave, elle devient comme ça. Ce cactus, il devient comme ça, on le met là. Donc, on réfléchit comme vous, quand vous plantez votre azalée dans votre jardin. Voilà, on fait pareil, on met ça comme ça. Et on dit au jardinier, par contre, là, on vient de les planter, donc il faut vraiment arroser pendant qu'on est parti. Tu continues d'arroser, même s'il y a demande de la sécheresse. Au début, ça, on n'est pas complètement idiot. On sait qu'il faut quand même que les plantes, elles soient arrosées. On part pendant quelques semaines, pendant l'été, et on revient. Alors c'était, mais crevé, je peux vous dire, mais sec, on pouvait mettre ça directement dans un herbier. Et preuve que le jardinier avait arrosé, c'est que tous les adventices, les fameuses mauvaises herbes, elles avaient poussé. Alors il y avait des cuvettes pleines de blé, plein de choses, très hautes d'ailleurs, et notre pauvre cactus, notre pauvre agave du milieu, complètement crevé. Et là, on s'est dit, il y a quand même un blême là-dessus. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et donc, on a dit, de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut aller voir sur place comment ça se passe. Donc, on est parti à Madagascar, dans le sud de Madagascar. Pourquoi le sud de Madagascar? Parce qu'on en avait envie, tout simplement. Il y a une flore endémique très importante, une diversité végétale absolument exceptionnelle, et qu'on avait repéré que dans les jardins du sud du Maroc, il y avait pas mal de plantes malgaches qui poussaient bien. Donc, on s'est dit, c'est pas un mauvais plan, on va aller à Madagascar. Et donc, on est descendu, on a été dans le sud de Madagascar, on est resté pendant 2 mois là-bas pour voir comment, naturellement, les choses s'organisaient. Et bien là, on a compris qu'on était complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que, par exemple, alors il n'y a pas de cactus à Madagascar, vous allez me dire, mais une petite plante grasse, mettons un cactus dans le Mexique. D'abord, il faut qu'elle trouve un endroit pour germer. Donc, il faut la graine qui est très légère, il faut qu'elle se cale quelque part. Qu'est-ce qu'elle fait? Avec le vent, elle se cale contre une graminée, une touffe d'herbe. Voilà, elle se cale contre cette graminée. La graminée, coup de peau, ça lui donne un petit peu d'ombre, ça lui donne un peu d'humidité, ça lui donne des mycorhizes. Et grâce à cette graminée, le cactus, il va pouvoir commencer à pousser. Et quand, au bout de 4-5 ans, quand il passe au-dessus de la graminée, là, il a les capacités de supporter un plein soleil, etc., et de vivre sans la graminée. Donc, il va commencer à ombrer la graminée, laquelle graminée va crever parce qu'elle ne sera plus en milieu ouvert, mais en milieu fermé, et sera remplacée par autre chose, etc. Donc là, je vous schématise, mais en fait, toutes ces plantes, même dans les régions les plus arides du globe, eh bien, tout ça, c'est solidaire. C'est-à-dire, il faut des graminées, il faut des arbustes, il faut des arbres, il faut des plantes succulentes, il faut un ensemble de végétaux. Et c'est cette solidarité et la densité qui va créer cet écosystème. Cet écosystème, donc, va avoir, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, tout un ensemble de macro- et micro-organismes. Ne jamais oublier les micro-organismes. On sait aujourd'hui que 95% des plantes ont besoin de champignons mycorhiziens pour survivre. Donc, c'est cet ensemble-là qui va permettre de monter et puis, à terme, de faire une forêt. Parce que vous savez que le climax de tout, finalement, c'est un moment de faire une forêt quelque part. Et donc, on s'est dit, voilà, ce qu'il faut faire dans les jardins, c'est exactement la même chose. Donc, on a ramassé des graines partout. On a passé des contrats de culture avec des pépinières. Et on leur a dit, voilà, même, par exemple, quand on est, par exemple, dans le sud du Portugal, là, on a besoin de graminées, on ne va pas s'amuser à aller chercher des pénicétums étrangers ou tout ça. Tout simplement, on va dans les champs, au bon moment, on récupère les graines, on les donne à un pépiniériste, nous fait des jeunes plants, et puis nous, on va planter ces graminées-là, etc. Donc, à chaque fois, on plante très petit,
vraiment très petits. Quand je vous dis petits, c'est des micromottes, hein, ça se fait beaucoup maintenant, ou des petits godets, ça ne sert à rien de planter grand. Par contre, on plante tout ensemble et avec une très forte densité. Mais quand je vous dis tout ensemble, c'est-à-dire qu'on peut planter et on fait façon aléatoire, parce que dans la nature, c'est aléatoire. Donc il peut à un moment se retrouver 4 arbres qui sont censés faire 25 mètres de haut, mais qui se retrouvent à moins de 50 cm les uns des autres. C'est pas grave, on laisse comme ça. On plante, avec bon, on a étudié bien sûr le système de plus en plus, hein, en 20 ans on a eu le temps, donc avec un rythme donc de X graminées pour X arbres, pour X arbustes et tout ça. On peut planter comme ça ce qu'on a appelé nos steppes. On a planté parfois, les plus grands jardins qu'on ait fait, c'est quand même jusqu'à 12 hectares, donc ça commence à faire. Là, je disais tout à l'heure, on plante entre 200 et 400 000 plantes par an, donc ça fait vraiment beaucoup de plantes. Et après, alors bien sûr qu'il faut intervenir, c'est-à-dire au début, il faut arroser. Ça, on n'y échappe jamais, jamais, jamais. Dire si c'est le désert absolu, il n'y a rien qui pousse, et comme ça, l'affaire, elle est réglée. Mais si on veut qu'il y ait de la végétation qui pousse, qu'il y ait des animaux qui se reproduisent et tout ça, il faut toujours un minimum d'eau. Donc au début, on arrose. Bien sûr, cuvette. Hein. Chaque plante, on fait une cuvette. La plante, on la plante toujours en dessous du niveau du sol. Hein, le niveau du sol est là. La plante, elle est au minimum, si c'est une petite plante, 10 cm en dessous. Si c'est un arbre, c'est carrément 40 cm en dessous. Et on fait une cuvette comme ça, quand vous arrosez, si par coup de peau, il y a des pluies, tout ça se concentre sur la cuvette, les systèmes racinaires descendent le plus profond possible, et là, ça sauve le truc. On paille. Qu'est-ce que ça veut dire pailler? Vous le savez, c'est mettre de la paille. Autrefois, on mettait de la paille. On peut toujours mettre de la paille d'ailleurs, mais ça coûte cher la paille, en tout cas dans les milieux désertiques. Donc on met des branchages, on met toutes les feuilles qu'on peut retrouver, quand ils font la récolte des oranges, tout ça on le récupère, on le met au pied, etc. Pourquoi? Pour éviter l'évaporation, tout simplement, parce que le soleil qui tape directement sur le sol, eh bien, le sol, il est à 60-70 degrés. Hein. Un soleil qui est à 40 degrés, une température extérieure à 40 degrés, au soleil, votre sol, il est à 70 degrés. Hein. Donc, je peux vous dire que la plante, elle a un petit peu de mal à survivre là-dessus. Donc, ça permet de faire un ombrage sur le sol, donc le sol est beaucoup moins chaud, et puis toute l'eau que vous avez mis, eh bien, l'eau, elle s'évapore moins, et ça fait donc, bien sûr, un paillage. Voilà. Petite anecdote encore de jardinier, quand en l'an 2000, pour les grands travaux, ceux qui étaient là en l'an 2000, vous vous rappelez que donc il y avait une politique des grands travaux, et donc nous avait demandé de faire un jardin donc à Square de Cluny à Paris, donc à l'angle de Saint-Germain et Saint-Michel, parce que ça, des plantes, on sait exactement ce qui était au moins utilisé à l'époque. Cultiver, c'est un bien gros mot, mais utilisé parce qu'il suffit d'aller voir les tapisseries des dames à la licorne et autres demoiselles, et vous avez tout l'inventaire botanique. Hein. À la plante près, je peux vous dire, on a fait faire les inventaires par des médiévistes de la Bibliothèque nationale, et je peux dire, toutes les plantes, on avait la liste de toutes les plantes, nom latin, etc., on savait tout. Donc on a dit, ce qu'on va planter, c'est uniquement les plantes qui étaient représentées, donc utilisées au Moyen-Âge. Tout le reste, on fait en contemporain avec des plaquelages de bois. Sauf qu'on faisait aussi un ménager, ce qu'on appelait un ménager, donc les plantes du ménage, puisqu'avant de s'appeler les potagers, ça s'appelait les ménagers. Et donc, ces ménagers, eh bien, ils étaient paillés. Donc on paille, nous, avec de la paille. Donc on achète des bottes de paille et au pied de nos plantes, on met une bonne couche de paille là. Alors là, coup de téléphone, c'était Tibéri qui était maire de Paris à l'époque. Je reçois un coup de fil du cabinet du maire. Monsieur le maire voudrait vraiment vous parler, c'est assez urgent. Et bon, qu'est-ce qui va se passer? On avait déjà eu des histoires. Hein. Là, je vous donne un petit aperçu. Mais là, c'était un peu... Et donc, je suis convoqué par le maire. Je vais voir le maire. Et il était à son bureau. Et il avait une pile de lettres. Il me dit, vous savez ce que c'est, ça? Je lui dis, non, je ne sais pas ce que c'est. Il me dit, c'est les lettres de réclamation à cause du jardin que vous faites, boulevard Saint-Michel. Je dis, comment ça, c'est quoi ce jardin? Il dit, oui, parce qu'il y a de la paille. Et on est à Paris. J'ai dit oui, il y a de la paille, on est à Paris, et alors, monsieur le maire, eh bien, les gens se plaignent parce que tous les riverains disent qu'on n'est pas dans une ferme. D'abord, la paille, ça s'envole, que c'est un scandale d'avoir... Alors, je lui dis, écoutez,
C'est très simple. Vous êtes bien d'accord qu'on fait un jardin pour le musée national du Moyen-Âge? Oui, oui, bon, d'accord. Donc, à l'époque, on paillait, comme d'ailleurs dans toutes les campagnes, effectivement, et même à Paris, on paillait. Alors, on va calmer les gens. Je vais vous faire une jolie explication sur ce qu'est un paillage et d'où vient le mot paillage. Ça vient du mot paille, figurez-vous. C'est étonnant quand même. Et voilà, donc j'ai fait une belle lettre qu'il a envoyée à tout le monde. Il ne m'a pas plus emmerdé que ça, il faut dire ce qu'il y a. Et on a été tranquille avec notre paillage. Bon, voilà, c'était la petite anecdote. Bon, tout ça pour revenir sur mon eau biologique. Donc, l'eau, source de vie, on est tous d'accord. Symboliquement, avec ce jardin donc d'oasis et ce paradis qui en a découlé, et puis donc biologiquement, parce que pour recréer donc cet écosystème, on est obligé d'avoir de l'eau, au moins au début, et après, ce qui se passe, c'est que donc tous ces végétaux vont pousser, vont croître, et là où vous allez intervenir, c'est justement, comme je vous disais tout à l'heure, parce que faire votre choix que d'un truc qui va dominer sur un autre, ou tout simplement d'une allée à tracer. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, nous, sur une superficie comme ça, on va planter tout de façon homogène. On ne va même pas faire une allée, rien du tout. Et après, c'est l'usage qui va décider d'une allée. C'est pas, finalement, une allée, c'est pas quelque chose qu'on décide au début, que ça veut dire, à part pour aller de votre garage à la cuisine, quoi. Ça, oui, ça, c'est une allée qui est utile, indispensable, on ne va pas en reparler. Mais par contre, après, c'est le végétal qui va décider les allées, parce que dans tout ce que vous allez planter, tout d'un coup, là-bas, il va y avoir une plante, un styrax que vous avez rapporté d'une pépinière en Angleterre, que vous trouvez merveilleux et tout ça. Vous en avez planté 5, il y en a 4 qui vont crever, puis il y en a un qui va devenir sublime. Donc vous avez envie d'aller le voir. Et ben là, boum, tondeuse, et on va jusque-là, on fait notre allée, et on n'en parle plus, on met du gravier là-bas si vous voulez, et puis c'est tout. Mais l'allée, ça se décide après que le jardin soit planté. Nous, je vous dis, par exemple, le jardin de 12 hectares qu'on avait fait, on avait fait des allées pour nous permettre d'accéder et de planter. Et on avait laissé ça comme ça. Et puis des années après, on est revenu et puis on a tracé des allées en fonction de ce que le jardin nous dictait, de ce que les arbres qui avaient poussé. Il y a des endroits, par exemple, où pour des raisons X ou Y, ça, c'est peut-être le sol, peut-être que l'arrosage n'allait pas jusque-là, peut-être que, tout d'un coup, vous avez un espace où non, ça ne marche pas, il n'y a rien qui pousse, tout crève. Ah ben vous embêtez pas. Ben à ce moment-là, vous faites une clairière, justement, dans cet espace, et là, vous mettez un fauteuil, n'importe quoi, ce que vous voulez, mais il ne faut jamais aller contre la nature. C'est vraiment, je crois, l'essentiel de ce qu'on peut dire, c'est le plus possible respecter ce cycle naturel, ce cycle biologique, et c'est la seule condition. Qu'on soit en milieu aride ou pas, pour qu'un jardin puisse être réellement pérenne. Et je crois que la seule leçon qu'on puisse tirer de ce que nous impose le changement climatique, la restriction en eau, comme le disait tout à l'heure Descala, c'est évident que l'eau, bientôt, ça va coûter très cher. Nous ne faisons absolument aucune illusion sur la chose. L'eau va coûter cher. Donc, l'eau ne pourra pas nous permettre d'arroser nos jardins d'agrément, et c'est tant mieux, parce que les jardins d'agrément, ils n'ont pas besoin, à part, je vous dis un peu au début, ils n'ont pas besoin de spécialement arroser. Après, vous choisissez aussi vos périodes de plantation. Et pas planter au mois de mai ou au mois de juin. Vous plantez en octobre, au début des pluies, pour que justement avoir un minimum à arroser. Et cette année, vous n'aviez pas du tout à arroser, nulle part, c'était bien. Mais, je veux dire, attends, des jardins, ça fait combien de siècles qu'on fait des jardins et combien d'années qu'on a de l'irrigation possible? Rien. Je veux dire, ça fait quelques décennies qu'on peut arroser nos jardins avec un jet d'eau. Avant, on faisait des jardins et on n'avait pas de jet d'eau. Et on se démerdait très bien. Donc, oui, mais il y en a encore des pluies. Ah, vous en aurez toujours des pluies. Vous ne croyez pas, à part dans le Maroc, là, c'est extension saharienne, mais je veux dire, la preuve en est aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un dérèglement climatique, un changement climatique. Mais d'appui, vous aurez toujours la même quantité d'eau qui tombera sur Terre. Ça, grosso merdo. Mais par contre, effectivement, ça ne sera pas forcément au même moment. Ça sera parfois avec des grandes violences. Je veux dire, nous, au Mexique, tout à l'heure, je disais qu'on n'avait pas de grandes transformations en termes de quantité. Mais par contre, avant, la saison des pluies a commencé le 15 juin, se terminait le 15 septembre. Le 15 juin, pile à 5 heures, première pluie. Et le lendemain, à 5 heures, vous pouvez aller à Mexico. À 17 heures, pile tous les soirs, il pleuvait des cordes. Maintenant,
Parfois, elle arrive un peu plus tard, parfois un peu plus tôt. Parfois, il reste une semaine sans pleuvoir. Puis tout d'un coup, c'est le déluge et tout ça. Donc, de la pluie, on aura toujours. Donc, si on prépare bien ses sols, si on plante bien ces choses, on récupère la pluie au moment où il le faut et les plantes, elles poussent. Après, je vous parlais encore une autre digression, je vous parlais du Sahara qui était un désert très récent. Et je dirais c'est pour ça que le Sahara, c'est-à-dire c'est pour ça que le Sahara est un désert sans plantes. Tout simplement parce qu'il est tellement récent que les plantes ne se sont absolument pas adaptées. En 10 000 ans, une plante, elle n'a pas le temps de s'adapter. Alors que des déserts, par exemple, comme dans le sud-ouest des États-Unis, nord du Mexique, c'est des déserts bien plus durs que le Sahara. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il ne pleut pas pendant 7 ans, il ne pleut pas. Dans le Sahara, ça n'arrive jamais, il pleut tous les ans pratiquement. Là-bas, pendant 7 ans, il peut ne pas pleuvoir, et le désert, je peux vous dire, il est vert. Parce que les plantes, c'est des déserts qui ont des millions d'années. Les plantes, elles se sont adaptées, etc. Et il y a des plantes qui peuvent résister à des absences d'eau pendant, effectivement, plusieurs décennies, enfin, peut-être pas plusieurs décennies, mais plusieurs années. Je disais tout à l'heure, là, en venant, là, je vous conseille, il y a un très très bon numéro qui vient de sortir là, dans Le Monde sur les arbres. Et des graines de cerisier sauvages qui peuvent rester dans le sol pendant plus de 100 ans avant de regermer. Et puis au moment où il y a justement la fameuse clairière qui se produit, tout germe, et bien les graines, elles sont là depuis 100 ans. Quoi. Donc il y a des capacités de résilience des plantes qui sont telles qu'on trouvera toujours des plantes pour faire des jardins. Si c'est le désert, il faut pas chercher. Et bon, nous, c'est notre problème dans le sud marocain, c'est qu'on en est à un stade où on se dit on est dans le désert, on va plus, tant pis, on ira faire des jardins ailleurs, mais on fait plus de jardins là. Mais sous les climats, tant qu'ils sont encore tempérés, ils seront peut-être un peu moins tempérés bientôt, mais il y aura toujours suffisamment d'eau, suffisamment de terre, suffisamment de végétaux pour s'adapter et faire des jardins à condition de respecter ce système d'écosystème. Cet écosystème, il n'est pas forcément avec des plantes natives. Ça, c'est aussi important. Aujourd'hui, il y a une grande bagarre en disant qu'il ne faut plus importer de plantes exotiques, etc. Bon, là aussi, il faut arrêter aussi, il faut se calmer un peu là-dessus. Je veux dire, bien sûr qu'il peut y avoir des plantes envahissantes, ça c'est clair. Mais bon, grosso modo, on les connaît toutes, malheureusement, parce que nos régions d'Europe, elles sont cultivées depuis tellement longtemps, et on a vu tellement d'importations que c'est pas maintenant qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles espèces invasives. Mais il y a plein d'espèces, je veux dire 95% des espèces végétales ne sont pas invasives. Donc on évite les espèces invasives, ça, ok, on est bien d'accord là-dessus. Mais quand on crée cet écosystème, ce que je vous ai dit, c'est que chaque plante occupe dans le jardin la place qu'elle occupe dans la nature. Je ne vous ai pas dit où était la nature. Elle peut être en Amérique du Nord, elle peut être en Asie, elle peut être en Europe. C'est pas un problème, vous êtes dans votre jardin. Le jardin est quand même un espace de liberté absolue. Un espace de diversité absolue. Et c'est ça qui fait quand même le plaisir d'un jardin, c'est aussi d'amener des plantes qui viennent d'ailleurs, et c'est pas une hérésie de le dire. Et on n'est pas obligé de faire nos jardins qu'avec les plantes natives, d'autant plus qu'il y a malheureusement des plantes natives qui ne supportent pas justement le changement climatique, pour des raisons de température, pour des raisons, comme on parlait ce midi, d'insectes, de bactéries qui arrivent parce que justement il y a un changement, etc. Alors qu'il y a des plantes exotiques au sens propre du terme, qui viennent par exemple d'Amérique du Nord, qui elles vont très très bien supporter les conditions qu'elles ont aujourd'hui ici. Donc quand on fait un jardin, je me dis bien quand on fait un jardin, il faut se donner une grande liberté, être vigilant, effectivement, sur l'invasion de certaines, ne pas, être attentif à ce qui se passe. Mais la qualité d'un jardin, c'est justement d'être cet espace de liberté. Et ça, moi, j'y tiens absolument. Et cette émotion dont je parlais au début, eh bien, ça peut être ça aussi. Nous, comme disait Chantal, on a un jardin botanique au Mexique. Ce jardin botanique, eh bien, on va récolter des plantes dans la nature, on les apporte dans ce jardin pour on s'est spécialisé dans des plantes d'endémisme restreint, c'est-à-dire qui sont vraiment menacées d'extinction. Donc on va les chercher pour avoir au moins des spécimens en culture et maintenir les espèces. Mais moi, mon plus grand bonheur, ma plus grande émotion,
c'est quand une plante que j'ai rapportée, qui vient d'ailleurs, eh bien, elle se ressème, et je vois qu'elle se fleurit, qu'elle va s'acclimater, le terme existe, s'acclimater dans mon jardin. Et là, je me dis, là, je suis un bon jardinier, j'ai réussi mon coup, quoi. Et c'est ça qui est... Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez parlé de l'écosystème avec un paramètre important, l'eau. Ouais. Vous avez cité l'exemple du Mexique avec des dérèglements, c'est-à-dire une perte de régularité ou d'habitude, etc. Quand on parle d'écosystème, est-ce que ça inclut ou exclut l'intervention humaine, comme par exemple récupérer les eaux de pluie pour les redistribuer selon des cycles réguliers, ou la notion d'écosystème plaide pour laisser les végétaux évoluer en fonction de ce qui est un dérèglement ou un nouveau contexte? Je dirais que là, c'est une question... Il n'y a pas une réponse définitive là-dessus. C'est-à-dire que quand on est dans un écosystème artificiel qu'est le jardin, et je dis bien artificiel, eh ben, s'il y a une nécessité d'intervention, il ne faut pas hésiter à intervenir. C'est le même principe que sur les histoires de gazon et de prairies. Aujourd'hui, par exemple, nous, quand on travaille en milieu aride, la première chose qu'on dit à un client, c'est pas de gazon, c'est strict. Le gazon, comme vous le savez probablement, c'est ce qui consomme le plus d'eau. Pour vous donner une idée, alors il y a eu toute une discussion, c'est l'histoire de piscines, là, l'été dernier. On n'a rien à foutre des piscines. Je veux dire, il y a même des régions où on conseille de faire des piscines parce que ça fait des citernes en cas d'incendie. Donc, et les piscines, elles consomment très peu d'eau. Pour vous donner une idée, il y a eu des études qui ont été faites. Le renouvellement partiel de l'eau de la piscine quand vous lavez votre eau, etc. Une piscine consomme 100 fois moins qu'un gazon à superficie égale. Donc on est vraiment sur des trucs... Ce qui consomme le plus, c'est vraiment le gazon et certaines cultures qui demandent beaucoup d'eau. Mais le gazon, c'est l'absolu. Donc quand on est en milieu aride, on dit toujours, on ne fait pas de gazon, donc avec une irrigation automatique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire des prairies adaptées à la sécheresse. C'est-à-dire qu'on va mettre un mélange de graminées. C'est d'ailleurs très souvent des chiens-dents. On fait un mélange de graminées qui peut supporter une absence d'eau. Et donc, pendant cette absence d'eau, si vous ne pouvez pas arroser, s'il n'y a pas de pluie, si vous ne devez pas arroser, votre prairie, elle va être sèche. Effectivement, elle ne va pas être verte. Par contre, si à un moment, vous avez la possibilité d'arroser, ou si vous avez une grosse pluie, etc., tout va revenir vert d'un coup, c'est-à-dire que les plantes ne vont pas crever. Et c'est ça le principe d'un jardin d'aridité, c'est pas de dire on n'arrose jamais, c'est de dire si à un moment il y a une carence en arrosage, si à un moment il y a vraiment un manque d'eau, les plantes vont pas être belles, mais au moins elles vont pas mourir. Et dès qu'il va y avoir de l'eau, eh bien, tout d'un coup, tout va reprendre vie. Et c'est ce qu'il faut accepter. Dans les jardins d'aridité, et je dirais même dans tous les jardins par rapport à votre remarque sur l'eau, etc. Effectivement, on va avoir certainement des plus grandes périodes de sécheresse, on l'a eu ces derniers étés, etc. Ce qu'il faut, c'est planter, parce qu'un écosystème, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire des plantes qui ont une résilience suffisante et qui sont justement dans un environnement végétal et donc organique suffisamment équilibré pour pouvoir résister à une sécheresse. Peut-être que certaines d'entre elles vont mourir. C'est pas grave, dans la nature aussi, il y a des plantes qui meurent. Donc il faut aussi accepter ça. Mais par contre, que de dire est-ce qu'on peut utiliser l'eau de pluie? Bien sûr, sauf que, petit bémol, aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, et ça va venir en France, on n'a plus le droit d'utiliser les eaux de pluie. Par exemple, si vous allez aujourd'hui en Italie, on n'a plus du tout le droit d'utiliser les eaux de pluie, c'est-à-dire il faut que les eaux, c'est la grande théorie européenne, de dire que les eaux doivent circuler librement, s'infiltrer naturellement, etc. Et donc, même mettre un bidon sous votre gouttière, par exemple en Italie aujourd'hui, c'est strictement interdit. Ce qui est une grosse connerie à mon avis, parce qu'à côté de ça, on fait des méga-bassines qui perturbent complètement la régulation des cours d'eau, mais mettre un bidon sous une gouttière, on n'a plus le droit. Bon, ça c'est un petit détail, mais nous, par exemple, là on fait un jardin au bord du lac de Caume. On avait prévu de mettre une énorme citerne sous la maison pour justement, parce qu'on a beaucoup de toitures pour récupérer les eaux de pluie, et il nous a dit non mais vous êtes complètement fous, c'est strictement interdit.
Donc, et ça risque d'arriver en France parce que je crois que c'est des directives européennes. Et l'autre jour au Portugal, on m'a dit la même chose. On m'a dit non, maintenant, il ne faut plus récupérer l'eau, etc. Bon. Si vous permettez, Arnaud, je vous apporte j'ai un élément de réponse philosophique. En fait, dans l'écosystème, vous posez la question, tu l'as dit Arnaud, de la résilience. Un écosystème, c'est l'idée qu'ils vivent seuls. Et donc, ils reviennent qu'ils soient résilients, c'est-à-dire que quand il y a une perturbation, un stress, l'écosystème revienne à son état initial. La notion, elle vient de la physique. Et l'état initial, le problème, c'est que dans un écosystème, là où il y a du vivant, c'est difficile de le définir. Et c'est vraiment le vieux match présocratique. Est-ce que quand je me baigne 2 fois dans une rivière, je me baigne dans la même rivière? S'agit-il de la même eau? Et donc là, Parménide dit non, et Héraclite dit oui. Et donc la question de l'écosystème, c'est est-ce qu'on considère qu'avec l'écosystème, par exemple, de la forêt qui est juste là à côté, avec le dérèglement climatique, il va sans doute un petit peu changer. Il y aura peut-être moins certains arbres et plus d'autres. Et donc c'est ça la question. C'est c'est une des façons d'aborder la question. C'est est-ce qu'on cherche à avoir toujours la même chose, ou ce que suggère Arnaud, on accepte qu'il y ait des changements. Je crois qu'il faut vraiment ne plus considérer le jardin comme un état figé ou dirigé, mais comme un état, et c'est finalement ce qu'il y a de plus excitant en termes de jardinier, c'est comme un organisme vivant dont on va accompagner la croissance, le développement, etc., avec vraiment accepter la mort. Quand je vous dis accepter la mort des végétaux, bien sûr, mais toute mort, parce que c'est ce qui redonne la vie. Je vous disais, le cycle de la forêt est vraiment caractéristique de ça, mais c'est le cycle du jardin, etc. Et c'est vrai que quand on est dans... Je parlais d'émotion tout à l'heure, l'émotion, parfois, elle peut être aussi, ça peut être la tristesse, c'est aussi une émotion. Moi, j'ai le jardin botanique au Mexique, par exemple. Donc, la première chose quand j'arrive chez moi, c'est que je fais un tour du jardin, même s'il est très tard le soir. J'essaye même à la lueur des trucs pour voir si c'est ce qu'on avait planté à pousser, tout ça. Et c'est vrai que, bien sûr, que je suis triste et déçu quand ce que j'avais planté, auquel je tenais, a crevé. Mais c'est toujours une histoire de compensation. On est très heureux de voir quelque chose se développer et puis triste de voir quelque chose disparaître. Mais il faut pas être dirigiste. Ça sert plus. Enfin, pour moi, la conception, je dirais, du jardin classique à la française, je vais pas dire c'est à foutre à la poubelle. Pas du tout. Je veux dire, ça appartient à une époque. Ça appartient justement à une vision aussi qu'on avait de la nature, qui était, au 18e par exemple, on n'avait pas du tout la même... La nature, en clair, elle n'était pas en danger comme elle est aujourd'hui, en tout cas le milieu naturel. Et donc forcément, notre attitude par rapport à ça, elle change. C'est-à-dire que au 18e, on va essayer au contraire de domestiquer. On en a la trouille de la forêt qui nous envahit, on a la trouille de tout ça. Donc au contraire, on va tailler tout ça pour essayer de l'apprivoiser, de faire aussi, ce qui était très important, une transition entre l'architecture et la nature. C'est aussi quand même le grand truc de le nôtre, c'est-à-dire d'avoir une architecture végétale, donc la forêt d'abord, sauvage, ensuite une architecture végétale, les mêmes arbres, puisque c'est les mêmes arbres qui sont utilisés, c'est des ormes, c'est des buis, machin, qui sont taillés pour se rapprocher de l'architecture minérale, quoi. Donc là, il y a cette transition qui est hyper intéressante. Mais aujourd'hui, notre rapport, notre sentiment et nos émotions ne sont plus du tout les mêmes. Et la peur qu'on pouvait éprouver il y a quelques décennies, voire quelques siècles, maintenant, on a la peur que ça disparaisse. Donc, et c'est vrai que je conçois plus du tout un jardin comme on le concevait autrefois. Et quand on voit, même au début du XXe, des gens comme Achille Duchesne qui a fait le jardin ici, etc., c'était une conception radicalement différente, quoi. C'était aujourd'hui le comble du jardinier. C'est comme quand on est gamin, quel est le comble du jardinier? Je vais dire, c'est d'arriver à faire cet écosystème qui évolue et qui nous comble au sens propre du terme et qui va nous donner cette émotion de mort, de vie, d'évolution. Il faut accepter les saisons, il faut accepter qu'il y a des moments c'est sec,
Et c'est moche. Et alors, voilà, à un autre moment, ça sera moins moche, et puis c'est tout. Et encore, bon, là, je provoque en disant c'est moche, parce qu'il y a toujours une beauté même dans la sécheresse. Moi, j'adore les paysages arides, secs. Je les préfère presque quand ils sont secs que quand ils sont verts. Alors, même par exemple, au niveau des techniques agricoles, horticoles plutôt, aussi, on a complètement changé. Bon, on a eu notre grand siècle des roses au 19e et au 20e siècle. Et les roses étaient toutes greffées, systématiquement. C'est-à-dire qu'une rose franc de pied, ça n'existait même pas. On n'en entendait même pas parler. Alors qu'aujourd'hui, toutes les roses, enfin pas toutes malheureusement, mais de plus en plus de pépiniéristes, de plus en plus de roses qu'on plante, sont des roses franc de pied. C'est-à-dire que c'est des boutures de rosiers. Donc c'est fidèle puisque c'est des boutures, donc il n'y a pas de modification de la variété. Donc vous retrouvez la variété. Sauf que comme elles sont franches de pied, alors c'est sûr qu'elles mettent un peu plus de temps à fleurir et tout ça, mais le jour où elles sont en terre, ad vitam aeternam, vous n'avez pas de greffons qui repartent à retailler, vous n'avez même pas à la tailler. Si vous voulez la tailler, vous la taillez si ça peut vous faire plaisir, mais ce n'est pas du tout une nécessité, alors que jusqu'il y a encore une dizaine d'années, on n'entendait pas parler des francs de pied. Donc il y a une évolution quand même saine, je dirais, pour ça. Mais je ne dis pas qu'il faut, par exemple, pas planter de rosiers. Je trouve qu'il y a des rosiers qui sont très bien.